Moi, je suis venu à la photo par la photo de voyage, essentiellement. Donc, je continue à développer et que j'affectionne particulièrement. Voyage dans plutôt des lieux naturels, grands espaces. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interviewe un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Alors que ce soit dans une optique réellement professionnelle ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos ou arrondir ses fins de mois par exemple. Cette semaine, j'accueille le photographe Antoine Remy. Antoine est prof d'anglais et il est tombé dans la photographie depuis plusieurs années maintenant, grâce au voyage, comme vous venez de l'entendre dans la petite phrase d'introduction. J'ai souhaité interviewer Antoine parce que, puisque je le suis sur Instagram, déjà j'adore ses photographies de paysages, mais c'est pas la seule raison. Il vient de sortir un livre photo qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer, un livre très personnel, car il a photographié sa famille pendant le premier confinement, et en même temps, donc c'est très personnel et en même temps c'est très universel, puisque tout le monde peut se reconnaître dans ses photographies. On a parlé de la genèse de son livre, de la production de son livre, et aussi de son parcours de photographe, du matériel photo qu'il utilise, de l'organisation, de son temps entre son job de prof et toutes ses activités photo. D'ailleurs, petit teasing, il est très probable qu'il y ait un épisode numéro 2 avec Antoine, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et à partager avec vous. Si vous écoutez le podcast sur Apple et qu'il vous plaît, vous pouvez mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympa, même très court, car c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Merci beaucoup. Salut Antoine. Salut Régis, salut tout le monde. Comment tu vas Antoine ? Eh ben écoute, ça va pas mal. Merci de m'accueillir. On va faire connaissance, mais connaissance avec tout le monde qui nous écoute. Je vais commencer par la fameuse première question. C'est un passage obligé, mais voilà, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, Antoine, s'il te plaît ? Antoine Remy, j'ai 33 ans, j'habite à Bordeaux depuis l'été dernier. J'ai déménagé il y a 6 mois, j'arrive de banlieue parisienne où j'ai été propulsé pour des raisons professionnelles. Je suis originaire des Vosges et je suis prof d'anglais dans un lycée ici à Bordeaux, mais je passe quand même beaucoup de temps aussi sur la photo, sur les photos, à écouter des podcasts photos, à me nourrir de tas de choses en lien avec la photo. Et voilà, ça me prend pas mal de temps et ça me chatouille beaucoup la photo en fait. Voilà. Ça c'est clair, on va forcément en parler vraiment longuement. Merci pour cette belle présentation qui était vraiment très bien dite, bien pitchée j'ai envie de dire. On va parler, en fait voilà, je me suis mis 3 thèmes si tu veux pour notre discussion. On va parler de ton, alors peut-être pas forcément dans l'ordre tout le temps, mais en tout cas essayer d'aborder ces 3 points-là, de ton projet, c'est pas un projet, du livre que tu as sorti. Dont on va parler là bientôt, et puis du podcast que tu animes également, et de tes photographies, bien sûr, de ce que tu fais comme photographie, ton matériel, voilà, on est entre photographes, donc on va parler photo, et puis aussi de monétisation, parce que c'est important, parce que tu vois, c'est pas juste, l'idée c'est pas de parler d'argent, bon, on peut parler d'argent, c'est pas un problème, ce que je veux dire par là, c'est... Quand on est photographe, même si on n'a pas forcément d'ambition particulière à en faire son métier peut-être, en tout cas je trouve que c'est sain de se dire j'y passe du temps, et donc quelque part ce temps que j'y passe, j'aimerais bien avoir une espèce de retour sur investissement, et si je peux gagner quelques centaines d'euros pour me payer mon matos, pour payer au moins mes frais, mes charges de photographe, ça peut juste être ça comme démarche, et c'est déjà très bien, et c'est très sain, donc on va quand même parler de ça évidemment. Prof d'anglais, tu vois, je sais même pas que tu étais prof d'anglais, alors une question qui me vient comme ça, est-ce que c'est pratique d'être prof? Alors pardon pour les clichés que je peux aborder du coup avec ce côté prof et on a du temps à côté, mais est-ce que c'est bien d'être prof? Est-ce que justement, est-ce que c'est pratique pour faire de la photographie à côté quand on est prof d'anglais ou autre? Oui. Alors c'est pratique parce que effectivement, de temps en temps, on va avoir des plages, des demi-journées par exemple de libre qu'on va pouvoir, si on est au point dans son travail scolaire, qu'on va pouvoir dédier à la photographie, soit pour de la retouche, soit aller faire une sortie photo, soit enregistrer un podcast ou autre. Après, il y a un aspect que j'ai pas abordé dans ma présentation, mais c'est que je suis papa et que j'ai 2 enfants. Et que du coup, je pense que c'est une grosse contrainte en termes de temps, et que certaines plages de liberté
que m'offre mon métier de prof sont donc forcément aussi occupés par mes enfants, mais c'est normal, et je le fais avec joie évidemment. Donc voilà, mais il y a quand même effectivement ne serait-ce que les périodes de vacances scolaires ou qui sont partie intégrante du rythme de vie du professeur, où j'ai quand même essayé beaucoup d'en profiter pour voyager et nourrir un peu mon portfolio et développer ma pratique photographique. Donc c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas pu faire au même rythme si j'avais eu un autre métier. Mais voilà, il y a les contraintes et les avantages, et c'est vrai que c'en est un. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'enseigne, et ça fait donc pas mal de voyages à la clé. J'imagine qu'on va en reparler. C'est clair. Mais c'est vrai qu'on a tous forcément ces contraintes-là. Toi, tu es prof, d'autres ont un métier salarié, d'autres sont entrepreneurs déjà. Bref, il y a le temps hein, dont la disposition, c'est même pour tout le monde, c'est 24 heures. Il n'est pas extensible, bien sûr. Mais c'est vrai que quelque part, je trouve que, tu vois, tiens, là, c'est une petite expérience perso que je vais partager, mais quand j'étais prof, parce que moi aussi, donc, j'étais instit pendant 9 ans, j'avais évidemment l'emploi du temps de classe avec mes élèves, mais mon emploi du temps perso, en fait, je l'avais pas vraiment. C'est-à-dire que c'était très archaïque, on va dire. Tu vois, il y avait rien de très prévu. Tiens, j'ai une petite plage de temps, allez, je vais faire ça. Là, j'ai une autre plage de temps, tiens, je vais faire ça. Mais rien vraiment de très organisé. Par contre, quand je suis passé entrepreneur, il a évidemment fallu que là, j'organise de manière scientifique, que je cadre beaucoup plus. Mais avec le recul, je me dis que ça aurait été très pertinent de cadrer déjà mon emploi du temps quand j'étais salarié, tu vois, pour être plus optimal, pour justement peut-être quand on cadre plus, on prévoit plus, ce qui fait que j'ai envie de dire qu'on va peut-être se libérer, tu vois, du cerveau, parce que les contraintes de temps, on sait qu'elles sont gérées par ce qu'on a mis, le cadre qu'on a mis, ce qui fait que derrière, peut-être plus libéré pour la photo. Je sais pas si ce que tu en penses de ça. Sur mon projet de livre, quand je me suis vraiment dit qu'il fallait que je termine ce projet, que ça aboutisse et que quelque chose de tangible au bout, je me suis fixé des deadlines et je me suis mieux organisé pour arriver au bout, pour terminer ça en prenant des notes dans mon agenda. Voilà, tel jour, il faut que je fasse telle tâche, tel jour, telle tâche, etc. Parce que bon, un emploi du temps de prof en lycée, ça ne bouge pas d'une semaine à l'autre, donc je connais mes plages de disponibilité de semaine en semaine. Et puis sinon, ben, je travaille sur mes photos en soirée, une fois que les filles sont couchées et que voilà, le reste de mon travail est terminé, je bascule sur la photo. Mais voilà, je pense que je suis en train de faire un peu une transition effectivement vers quelque chose de plus cadré. Ce projet t'a obligé de fait à cadrer plus les choses et tu vas garder ces bonnes habitudes ouais, dans ton emploi du temps actuel. Mais c'est bien de le faire, franchement, c'est bien de le faire. Mais ne serait-ce que d'écrire déjà, moi je me rends compte, hein, j'écris, là, je fais pas encore de semaine en semaine. J'y viendrai, peut-être que j'en ressentirai le besoin, pas encore, mais je sais que de la veille pour le lendemain, j'écris ce que j'ai à faire pour le lendemain. Mais le simple fait d'écrire déjà, c'est tout bête, hein, mais c'est une espèce de contrat que tu fais avec toi-même. Alors après, tu fais ou tu fais pas, ou tu respectes plus ou moins, ça dépend, voilà. Mais en tout cas, t'as ça ouais, ce contrat que tu as passé, tu as passé avec toi, et rien que ça, ça fonctionne. Quel genre de photographie tu fais, Antoine? Alors, moi, je suis venu à la photo par la photo de voyage, essentiellement, donc que je continue à développer et que j'affectionne particulièrement. Voyage dans plutôt des lieux naturels, grands espaces, avec le moins de gens possible. C'est ce que je préfère. Alors, moi, je suis curieux de ça, de la psychologie des gens finalement, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu préfères des endroits vierges voilà, de trop de population qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller vers ce genre d'environnement et donc de photographie? Ouais, avant de répondre, déjà, j'aime bien les gens, en fait. J'aime beaucoup discuter avec les gens, etc. Je suis pas quelqu'un d'agoraphobe ou d'asocial ou de. Non, non, j'aime bien communiquer, mais je trouve que le sentiment et les émotions que tu peux ressentir devant un paysage vierge, absolument vierge, sans personne, il est incomparable, il est fantastique. Et tu peux vraiment réfléchir d'une manière à laquelle tu peux jamais réfléchir dans ta vie de tous les jours, quand tu habites en ville notamment. Non, c'est vraiment une façon
de voyager que j'adore, être un peu en quête de lieux où je vais être tranquille. Et en plus, d'un point de vue photographique, je trouve que bon, la nature se suffit à elle-même, j'allais dire, et que si tu t'y prends bien, il y a moyen quand même de transmettre des émotions à ton public juste en leur montrant la beauté de cette nature qu'on a autour de nous ou pas très loin. Donc, tu es rentré dans la photographie par le voyage, comme d'ailleurs comme pas mal de personnes, comme Nicolas Katovic que j'ai interviewé la semaine dernière. Effectivement, rien d'extraordinaire là-dedans. Mais ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu photographies aussi autour de chez toi, ou vraiment tu as besoin d'être immergé dans un environnement exotique, tu vois, pour te fondre dans ton processus photographique? Alors ça a pas mal été le cas quand même. J'avoue que mes grosses périodes de photos, c'était quasiment toujours en voyage. Et il y a 2 ans, je me suis dit qu'il fallait que enfin que je sorte de ma zone de confort, voilà l'expression, que je me fasse un peu violence et que je me frotte à d'autres sujets photos plus accessibles, parce que on peut pas tout le temps voyager à l'autre bout du monde. Puis les questions d'empreinte carbone, d'éco-responsabilité, etc., qui peuvent rentrer en ligne de compte aussi. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une série de portraits posés, que j'allais demander à mes amis, à mes proches ou à de la famille proche de venir poser. Alors, il y avait une thématique un peu précise, avec un travail un peu que j'ai essayé d'être un peu original autour de ces portraits. Mais du coup, je suis totalement parti dans une autre direction et j'ai découvert des contraintes de prise de vue que je ne connaissais pas. Comme quoi, par exemple, comme contrainte, celle de guider ton sujet, celle de détendre l'ambiance, par exemple? Exactement, guider mon sujet, qui plus est des sujets qui n'avaient jamais posé avant, jamais fait poser, mes sujets n'avaient jamais posé non plus. L'avantage que j'avais, c'est que je les connaissais très bien. Pour toi, c'est un avantage, ça? Moi, j'ai eu l'impression que c'était un avantage parce que j'avais pas de filtre pour leur demander de changer de position, ou d'essayer autre chose, ou de leur dire que ça n'allait pas. Voilà, c'était le tout avec un maximum de bienveillance voilà. Mais ça a été un super exercice. C'était l'occasion de passer du temps aussi avec ses amis à un moment où peut-être ça faisait un petit peu longtemps qu'on s'était pas vu pour certains. Donc voilà, ça a débouché sur une série que j'ai exposée à la maison en faisant une sorte de mini vernissage un soir avec quasiment tous les amis qui avaient posé. Donc j'avais disposé au mur les photos que j'avais tirées avec un petit cartel que je leur avais fait rédiger avec un petit mot d'explication sur l'objet avec lequel ils posaient, parce qu'ils posaient avec un objet. Et donc enfin, c'était super, c'était un super micro-événement à domicile entre amis en fait. Et j'aimerais bien continuer et poursuivre cette série, éventuellement avec des gens que je connais moins ou pas. Je trouve l'idée absolument excellente et on se rend compte d'ailleurs, mais ça je te l'apprendrai pas et je pense que là je l'apprendrai à personne, mais on se rend compte du rôle social de la photographie, mais pas social au sens, enfin si au sens où ça crée du lien social justement. Tu vois là, tu as par le truchement, par l'angle de la photographie, tu as rassemblé des personnes que tu aurais pu rassembler autrement, mais là c'est la photographie qui a permis ça sur plusieurs niveaux, hein, le niveau de la photographie en elle-même, le niveau du rassembler physiquement quand il a fallu présenter les photographies que tu leur as faites. Donc je trouve ça absolument génial, socialement dans le groupe, individuellement également, enfin je veux dire la relation duel que tu as pu avoir avec tes photographiés. Je trouve l'idée absolument excellente. Et je reviens sur la photographie de voyage. Question vraiment très pratique en fait. Comment tu t'y prends pour repérer à l'avant? Alors c'est vrai que là, en ce moment, il y a le Covid, il y a les conditions sanitaires qui font qu'on ne peut pas trop voyager, même plus du tout. Mais ça fait 2 ans que tu n'as pas voyagé quasiment, bah voilà. Mais on va dire voilà, enfin on va dire que il n'y a pas ça, parce que bientôt on va pouvoir recommencer, n'est-ce pas, à voyager. Voilà, on croise les doigts. Comment tu t'y prends pour repérer à l'avance les endroits parce que voilà, ça a un coût, le voyage forcément. Il faut pas te planter parce que des fois t'as pas beaucoup de temps sur place. Comment tu fais pour être certain que tu vas pouvoir faire une photo, celle qui te plaît en tout cas, que tu avais en tête?
Oui, bah alors, ouais, effectivement, j'ai pas encore fait de voyage dédié à la photo, tu vois, seul. Je fais mes voyages. J'ai voyagé avec des amis ou un ami. J'ai voyagé avec ma compagne et maintenant je voyage en famille. Mais pour autant, je pars toujours avec mon matériel photo et j'ai toujours pour but de revenir avec soit une série complète, soit quand même du bon contenu photo. Bah écoute, Internet, je fais du repérage sur Internet, je me renseigne sur les destinations, sur évidemment les coins à pas louper dans telle ou telle destination, mais je me mets pas non plus une pression folle pour justement cocher ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Non, il y a aussi beaucoup d'instinctifs, beaucoup de tu vois de ce qui vient quoi. Parce que bon là tu vois on se parle sur Instagram quand tu scrolles sur Instagram des photos de paysages tu te rends compte que tu tombes quand même à un rythme assez récurrent sur les j'allais dire sur les mêmes photos sur en tout cas des photos du même endroit prises souvent de la même manière du même tu vois avec le trépied les trois pieds du trépied plantés au même endroit avec une lumière semblable de coucher de soleil, etc. Bon, c'est aussi bien d'essayer de s'en détacher un peu, parce que y a pas que y a pas que ces top, tu vois, endroits à voir. Et puis, euh, et puis j'ai une autre thématique. Je fais le lien avec la photo de voyage. Une thématique qui m'a été inspirée justement par mes photos de voyage, c'est que je me suis passionné, on va dire, pour la matière. Tu vois, j'adore les photos de matière texturée, quelle qu'elle soit, tu vois, que ce soit du bois, de la pierre, de la surface de l'eau, de la glace, enfin un peu tout ça. Et du coup, ça se trouve un peu n'importe où, j'allais dire. Euh, Pas forcément besoin d'avoir de repérage. Et puis, bon, j'imagine qu'aussi l'œil s'entraîne. Ça fait ça fait 13 ans que je fais de la photo maintenant, donc on finit par avoir un peu l'esprit formaté photographe et tout ce qu'on voit, on le compose un petit peu et on l'imagine sous forme de photo. Donc voilà, c'est un peu un mélange de préparation et de lâcher prise et d'instinct, quoi. Oui, et puis de toute façon, t'as aussi ça c'est pas une contrainte, mais c'est un fait, hein, tu es avec d'autres personnes, donc tu peux pas non plus imposer d'aller à tel ou tel endroit. Alors ça peut être aussi quand même un but sur certains moments, mais peut-être pas tout le temps. Et une astuce oui, qui est possible à faire, toi qui as une communauté sur Insta, mais je pense que ceux qui nous écoutent là sur Instagram ou ceux qui nous écouteront après en différé sur le podcast, peut-être une communauté également, Facebook, Insta ou ailleurs, peu importe. C'est juste de demander également à sa communauté, hein, tout simplement, une petite question, un sondage, voilà. Je pars en vacances à tel endroit, j'y reste une semaine, est-ce que vous y êtes déjà allé et quel endroit vous me conseilleriez pour faire ce type de photographie-là? C'est tout bête, hein, mais après on en tient compte ou pas, mais ça peut y avoir des bonnes petites astuces, ouais. On va rester dans le domaine de purement photo. Antoine, qu'est-ce que tu as comme matériel? Alors, eh ben, j'allais dire, j'ai un vieux 6D. Je suis chez Canon, j'ai donc le plein format d'entrée de gamme qui est sorti en 2012, que moi j'ai depuis 2016. Je l'avais acheté d'occasion. En fait, tout mon matériel, je l'ai acheté d'occasion. Alors, c'est intéressant, une petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce qui t'a amené à... Quels sont les principaux pardon, arguments que tu pourrais avancer pour acheter toi d'occasion? Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Clairement, l'argent, Ok. voilà. Et aussi parce que si tu prends suffisamment le temps de chercher, tu te rends compte qu'il y a quand même de bonnes occasions. Franchement, tout ce que j'ai acheté était en excellent état. Bien sûr, j'ai pris le soin de le tester avant d'acheter, etc. Le boîtier, je l'ai testé avec les objectifs que j'avais. Les objectifs que j'ai achetés d'occasion, je les ai achetés avec le boîtier que j'avais, etc. Et j'ai jamais eu de mauvaise surprise. J'ai revendu aussi un peu de matériel d'ailleurs sur le Bon Coin, voilà, pour ne pas le citer. L'argument, il est assez simple, c'est que pour avoir un boîtier plein format au moment où je l'ai acheté, je pouvais pas me le payer neuf. Ouais, en 2016 effectivement, donc ouais, ça fait quelques années, et c'était déjà quand même, ouais, c'était cher, forcément, c'était un gros investissement. Voilà, et moi je venais de la PSC et avant j'ai commencé avec un micro 4 tiers.
chez Olympus. Après, je suis passé chez Canon. J'ai eu un 50D APS-C que j'aimais d'amour et que je regrette aujourd'hui. Mais enfin que je regrette. Oui, enfin j'ai adoré m'en servir et développer ma pratique photo avec. Et puis bon, un jour, il a quand même montré un peu ses limites techniques au vu de ce qui se faisait euh, Ouais, parce que 2012, ça fait quasiment 10 ans maintenant, ça commence à être presque un dinosaure, quoi, hein, du gardé matos. mon 50D jusqu'en 2018, si tu veux. Si tu as vu, enfin sur mon site, il y a des photos de Namibie. C'est une de mes destinations photographiques phares, on va dire. Et je l'avais comme second boîtier en Namibie, tu vois. J'avais mon 6D en premier boîtier et mon 50D pour faire de l'animalier, par exemple, la PSC, c'était quand même bien pratique. Bien sûr. Donc voilà, je l'avais gardé pour ça. Et puis après, je m'en suis séparé. Donc plein format, j'imagine que pour le paysage, c'est presque un incontournable finalement, hein, pour voir cette espèce de définition. Pas besoin du facteur crop parce que l'animalier, c'est bien de l'avoir pour pouvoir avoir cette espèce de rapprochement, on va dire, voilà, par une formule mathématique, donc c'est cool. Là, plein format, paysage, c'est tout à fait cohérent. Tu as quoi comme objectif derrière? Alors, j'ai un 24-105 série L qui est quasiment, enfin qui est très souvent vissé sur mon boîtier, avec lequel je fais quasiment toutes mes photos de paysage. En fait, c'est un objectif qui est pas extraordinaire, mais qui est quand même bon et surtout qui est ultra polyvalent. Et quand tu es en voyage, c'est un énorme avantage de pouvoir aller de 24 à 105 avec un seul objectif, avec Il une ouvre à ouverture combien? constante. Il a une ouverture constante à 4. Donc, enfin, pour faire du paysage, pas besoin de, Mm. j'en demande pas plus. Évidemment, après, j'aurais pu aller vers un 16-35, 2.8, mais qui, pareil, vaut beaucoup trop cher au vu de ce que je peux investir dedans pour le moment. Donc, non, ça me va très bien. J'ai des focales fixes. J'ai un 50, un 4, j'ai un 85, un 8. Et puis j'avais un 70-300 dont je me suis débarrassé parce qu'il était pourri. Voilà. Ok. Ouais, donc j'ai l'impression que tu n'es pas ouais, un grand, pas fan, mais tu vas pas aller dans la surconsommation d'objectifs, par exemple. Je l'ai été, tu vois, quand je suis Ouais. arrivé à la photo. Clairement, j'ouvrais les magazines sans arrêt pour voir le dernier matériel. J'étais sur Internet pour regarder ce qui se faisait, etc. Et puis j'ai l'impression que enfin, en tout cas dans ma pratique photo dans laquelle je me suis stabilisé là actuellement, j'ai pas besoin de plus. Et bon, il y a je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sirènes qui me font de l'œil. Ça commence par saut et ça finit par nid. Mais bon, voilà, pour le moment, je suis très content de ce que j'ai en fait. Et ça, je suis pas limité ou quasiment jamais limité dans ce que je veux faire. Ça me paraît tout à fait logique et normal qu'au début de la pratique photo, et ce que tu viens de décrire, c'est aussi valable pour moi, hein. C'est-à-dire que au départ, clairement, tu te cherches en tant que photographe débutant, tu sais pas exactement ce que tu photographies, tu as peut-être quelques petites idées, forcément, des envies, voilà. Et donc voilà, donc forcément, bah, tu dis, tiens, ça, je pourrais peut-être le tester, et ça, j'ai envie de faire ça aussi comme genre de photographie, donc tu vas tester ça. Bref, tu peux effectivement tomber dans une espèce de, c'est pas un piège, mais aussi, c'est parce que c'est du plaisir également, hein, de visionner les tests, de les lire, d'acheter également, peut-être de tester en louant ou se faisant prêter, ça peut être ça également. Mais c'est normal qu'il y ait cette phase-là où tu tâtonnes et donc voilà, tu es un peu dans une espèce de boulimie de consommation de matériel. Après alors c'est pas qu'il faut, mais il est normal et ça arrive très souvent, toi, moi et plein d'autres, qu'on se stabilise parce qu'on a trouvé notre voie finalement et que du coup on sait qu'on n'a plus besoin de ça ou de ça, quoi. Donc c'est tout à fait logique et normal comme bah, c'est pas une démarche, mais comme processus. Alors, je voudrais bien aller quand même parler de ton projet. Alors, je vais donner le nom, Antoine, hein, ça s'appelle 56 jours durant. Tu vas en parler mieux que moi, pardon, mais voilà, j'introduis un tout petit peu le truc. C'est un livre que tu as, je vais dire écrit, il y a un petit peu de texte,
mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de photos évidemment, que tu as fait à un moment qui nous concerne tous finalement, qui se passe si loin que ça, tu vas nous en dire plus. Bah écoute, tu vas le présenter et puis surtout après j'aurai quelques questions à te poser parce que voilà, je trouve qu'il est surprenant, beau, et puis et je suis curieux d'avoir voilà, des réponses aux questions que je me pose. Pause. Ok. Eh ben, 56 jours durant, c'est un livre qui est né, il y a un an. C'est le fruit d'un projet photo que j'ai lancé le premier jour du confinement, ou la veille, l'an dernier, le long confinement qu'on a connu au printemps 2020. Je me suis dit que on pouvait pas, enfin, je pouvais pas ne pas prendre de photos pendant cette période si particulière. Et forcément, la plupart des photos se sont retrouvées prises à l'intérieur, soit à l'intérieur de l'appartement que je partageais avec ma famille, soit sur le toit terrasse de notre résidence, soit un tout petit peu autour de chez nous. Enfin, bref, même situation que tout le monde. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de matière photo. Et j'y ai passé beaucoup de temps pendant le confinement, toutes mes soirées. Je vidais ma carte, parce que j'ai pris des photos tous les jours quasiment. Je vidais ma carte, je faisais déjà un tri, je commençais à retoucher d'une manière, d'une autre manière, d'une troisième manière. Enfin, je savais pas vraiment où ça allait. Et puis, à force de faire ça, ça a commencé à faire un peu sens, à faire unité. Et je me suis dit, dans un premier temps, je me suis dit, je vais en tirer une série, 12, 15, 18 photos, éventuellement à exposer un jour, je sais pas. Et puis en fait, j'en avais beaucoup trop. J'allais pas pouvoir limiter à 12 ou même 20 photos. Et je me suis dit, mais pourquoi pas un livre? Donc l'idée a germé assez vite. Enfin, je pense qu'après 3 semaines de confinement, j'avais déjà l'idée d'en tirer un livre après. Et, euh, et donc c'est un livre forcément qui montre un huis clos, le confinement, mais qui a quand même une dimension un peu universelle en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est prendre l'exemple de mon confinement en famille, avec deux enfants en bas âge, dans un appartement qui faisait 65 mètres carrés. C'est pas microscopique, mais bon, pour 56 jours, ça devient assez petit au bout d'un moment. Mes deux filles avaient respectivement 2 mois et 3 ans quand on s'est retrouvés confinés. Donc elles étaient petites. Elles sont toujours pas très grandes d'ailleurs. Et donc voilà, c'est à la fois très personnel, un peu intime, mais hyper représentatif en fait de ce qu'on a tous vécu. Alors évidemment de tout ce que les familles similaires à la mienne, avec enfants, etc. ont vécu, mais même de ce qu'on a tous vécu. Et pas seulement en France, même à l'étranger, enfin, ça a été confiné partout. Donc je pense vraiment, je le mets à la fin de mon avant-propos. Je pense que les gens qui verront le livre, qui le feuilletteront, il y aura forcément un moment, ou même plusieurs moments, où ils se reconnaîtront en fait dans une situation ou une autre, parce que voilà, nos vies étaient quand même rythmées, ultra cadrées, et donc on était tous dans le même carcan et avec assez peu de place pour l'originalité, on va dire. Donc forcément, voilà, c'est ce que je voulais montrer dans ce livre, et j'espère que ça va plaire, que les gens qui vont se le procurer seront, enfin voilà, ouais, que ça va leur plaire, et puis qu'il y aura un petit public, voilà. Alors moi déjà il m'a beaucoup plu. Alors que tu vois, j'ai envie de te dire, allez, c'est pas ma cam photographique en règle générale, parce que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis photographe animalier, nature. J'adore la photo astro également, de paysage. Ça me touche parce que voilà, c'est ce lien avec la nature, moi, que je retrouve à travers la photographie, que j'aime. Et donc là, clairement, c'est vraiment. J'ai noté deux mots pour moi. Il y a l'aspect journaliste, vraiment un travail de journaliste quasiment, et aussi presque historique, parce que clairement. J'imagine que, je sais pas, dans 100 ans, je veux dire, c'est tout à fait un genre de document qui
qui fera énormément plaisir à des historiens qui voudront savoir vraiment comment ont vécu les gens ce confinement. Voilà. Donc, et ce travail-là de l'intérieur, exactement. Donc, il y a vraiment une dimension évidemment artistique, visuelle, parce que c'est quand même d'abord ton travail de photographe, mais il y a aussi une dimension journalistique où tu rends compte de ce que tu vis. Voilà. Presque, j'ai envie de dire, presque sans jugement, de manière brute. Tu vois, c'est ça, c'est qui vient, le mot qui me vient à l'esprit, c'est brut. Ouais, alors ça, tu vois, Donc, c'était un parti pris et ça me fait ouais. plaisir que tu le soulignes parce que j'étais pas du tout à la recherche de la photo parfaite. Il n'y a pas de grosses retouches, etc. C'est vraiment des instants de vie réels qui sont vraiment arrivés et qui n'ont pas été ni tronqués ni truqués. Voilà, c'était la vraie vie, quoi. Et tu vois, quand on voit ce genre de photographie, je pense qu'un non-photographe pourrait rapidement se dire, ouais, bon, ok, il photographie juste des gens, sa femme, sa fille sont chez lui, et alors quoi, tu vois. Peut-être qu'on pourrait se dire ça en voyant qu'une seule photographie. D'où l'intérêt de l'avoir fait aussi en livre, c'est que c'est tout un ensemble, il y a une cohérence dans toutes les photographies que tu proposes. Et c'est vrai, donc je te le redis, et je vous le redis, moi c'est pas trop voilà, mon genre photo, je vois pas trop ce genre de photographie-là habituellement, mais ça m'a touché. Déjà parce que moi je l'ai vécu, donc forcément, ça rappelle aussi, ça ravive des souvenirs, bien sûr. D'où l'intérêt du travail de journaliste, en fait, finalement, et aussi quelque part un peu d'historien. Et ça m'a touché aussi par ouais, la force qui s'en dégage. C'est pas explicable, et je pense qu'il faut pas chercher à l'expliquer, parce il y a ce côté brut où vraiment, voilà, tu as vécu quelque chose de fort, on a tous vécu quelque chose de fort, et tu partages ces émotions-là à travers tes photographies, et je trouve que tu y arrives parfaitement. Et j'ai envie de te dire, à la limite, il y a pas à chercher pourquoi tu as réussi ça fonctionne, ça marche. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, et je suis certain que bon, il faut une espèce de culture photo quand même, j'ai l'impression, tu vois. Carrément, c'est pas un livre. C'est pas. Enfin, j'en ai j'en ai quelques-uns derrière. C'est pas. Oui, c'est pas ultra. C'est pas le même type de beauté, on va dire, voilà. que du paysage ou par exemple des livres d'architecture d'intérieur ou des choses comme ça, où on peut être touché par des lignes, des couleurs, des contrastes, etc. Mais c'est un document. Oui, j'aime bien l'aspect historique parce que c'est vraiment un témoignage en fait. Voilà, c'est comme ça que je le voyais. Mais je disais que tu sais que j'étais sorti de ma zone de confort pour faire les portraits. Je suis également sorti de ma zone de confort pour faire ce livre. C'est quand tu viens de la photo de paysage, que t'aimes les grands espaces et randonner, etc. À l'autre bout du monde et que tu te retrouves confiné. En fait, ma réaction, elle a été assez extrême et je me suis lancé dans ce projet-là. Et c'est presque paradoxal en fait que mon premier livre, ce soit un livre de confinement, avant même de sortir un livre avec éventuellement des photos de paysages ou des livres sur ma série sur les matières. Il y a un point qui m'interpelle, tu vas voir dans le bon sens, hein, enfin, oui, enfin, dans le bon sens, voilà. C'est que c'est que du coup, tu publies des photographies très personnelles, de vie intime, de moments de vie intime. Ton épouse et ta petite fille qui cuisinent, on voit le visage de tes enfants, de ton épouse également. Alors que quand je vais sur ton compte Instagram, il n'y a pas ça. On sait pas, en gros, franchement, très rapidement, on ne sait pas qui est Antoine Remy. Oui, Remy, en fait. Hein. Sur ton compte Insta, de temps en temps, mais je veux dire, sur tes photographies de ton feed, pas de ta fille, pas de ton épouse, pas de toi, donc on ne sait pas vraiment quelque part qui tu es derrière. Alors que là, tu te mets vraiment tout nu, tu vois, sur ça. Je vais te dire comment tu expliques que t'as, je sais pas si c'est franchir le pas, mais que tu publies ça finalement, ces moments très intimes, alors que tu le faisais pas de manière quotidienne sur ton compte Insta ou ailleurs. Ouais, tout à fait. Alors, bon, déjà, il y a une petite part de lâcheté aussi, c'est que je montre le visage de ma compagne ou de mes filles, mais pas le mien. Je suis absolument pas dans le livre, je suis toujours derrière l'appareil. Bon, c'est ni un choix, enfin c'est un peu le hasard et c'est un peu la vie du photographe dans la famille. On n'est jamais sur les photos et c'est nous qui faisons les photos. Bon, là c'était le cas aussi pour ce projet. Alors ouais, c'est une chose à laquelle je tiens en fait, c'est de pas, je partage pas ma vie familiale sur Insta ou sur mes réseaux sociaux. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de poster sur Facebook
des photos de mes soirées ou de mes dîners, etc. Ou même de mes voyages. En fait, je poste plus rien sur Facebook, mais sur Insta, voilà, c'est pas du tout la direction que je voulais faire prendre à mon compte. Donc voilà, je montre. En fait, j'ai pas envie j'ai pas envie de les montrer. J'ai pas envie de montrer la tête de mes enfants sur les réseaux sociaux. Et pour moi, le produit livre, il est totalement différent en fait. Et le public touché, la relation à l'objet sera tout à fait différente en fait de juste ouvrir un compte Instagram et voir la tête de gens qu'on connaît pas. Enfin, voilà, c'est presque un peu comme si le fait enfin, la démarche d'accéder à mon livre, ben, ok, récompense, vous allez avoir une fenêtre ouverte en fait sur ma vie. Je trouve vraiment, comme point de vue intéressant, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, déjà ce serait probablement pas les mêmes personnes, c'est pas le même public, c'est pas non plus le même genre de public, et le rapport à l'image sera tout à fait différent entre, c'est vrai, scroller ton feed de manière un peu déconnectée quelque part, parce que tu es dans les transports en commun, parce que tu fais ça entre deux coups de fil, je sais pas, tu regardes ton feed un peu par réflexe quelque part, et c'est vrai que là, ça peut avoir du sens de mettre sa famille, hein, pour certains, ça peut avoir du sens, et c'est tout à fait ok. Pour toi, ça, il y en a pas, alors que voilà, voilà, le fait de différencier, de mettre vraiment ouais, c'est deux produits différents, deux choses différentes. Je trouve, comme tu l'as dit, c'est très, très intéressant et finalement très, très pertinent. Donc ce livre-là, en fait, il est achetable, on peut l'acheter. Comment ça se passe? C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que il y a l'aspect un petit peu marketing, business. Voilà, je veux dire, moi, je commande le bouquin. Il faut que tu le fasses imprimer, il faut que tu me l'envoies. Où tu as un stock. Comment tu as géré cette on va dire, problématique logistique que tu as aussi découverte à ce moment-là? Oui, alors oui, c'est une sacrée problématique, mais bon, je me suis quand même lancé en me disant bon, on verra bien. Alors ça c'est super. Alors juste ça c'est super important. Alors là c'est vraiment le côté entrepreneur qui parle. C'est ouais, on fait et on verra quoi. Il y a une expression française qui dit, je crois que c'est dans l'armée, il y a un truc qui se dit comme ça. Passons à l'action, faisons et la logistique suivra. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je trouve, qui est très entrepreneur friendly, quoi. Voilà, on fait et puis ça suivra en En fait, hein. fait, quand on est devant le fait accompli et qu'il faut qu'on fournisse le livre à des gens qui nous l'ont payé, eh ben on va bien se débrouiller pour leur envoyer. En fait, c'est un peu ça. Non, mais en fait, donc j'ai pas de stock pour le moment et les coûts de production à mon échelle, en fait, ils sont énormes parce que évidemment, je vais pas partir sur un tirage important. C'est une auto-édition. Je suis pas, je fais ma propre promo sur ma faible communauté. Merci Régis d'ailleurs d'un petit peu étendre tout ça. Mais voilà, je suis pas en librairie. Mon site n'a pas des centaines de milliers de passages par mois. C'est pas du tout le cas. Donc en fait, c'est un peu rien que ça, c'est un peu une épreuve. Il faut faire connaître le projet. Et donc, je me suis fixé un minimum de commandes, de précommandes, si tu veux, à atteindre avant que je puisse, moi, commander les livres et les envoyer aux gens. Mais c'est moi qui vais tout gérer. Donc, voilà, il est prêt, si tu veux, à être commandé. Et si j'atteins ce seuil, c'est un petit peu comme sur une campagne Ulule ou d'autres crowdfunding. Si j'arrive à ce palier-là, ben ça existera. Eh ben c'est un peu le cas de ce livre aussi. Alors il existe, hein, je l'ai là, regarde, il est ici, il existe, voilà, il est là. Mais pour le moment, c'est le seul qui existe. Et donc voilà, j'ai quelques commandes, ça prend un petit peu, j'ai reçu, non, c'est assez excitant, c'est un peu stressant aussi parce que j'aimerais quand même vraiment bien pouvoir lancer le truc jusqu'au bout. Et voilà, mais en tout cas, c'est moi qui gère tout de A à Z. C'est moi qui ai pris les photos, c'est moi qui ai écrit l'avant-propos, c'est moi qui ai fait la mise en page, c'est moi qui ai fait les dernières modifications et c'est moi qui l'enverrai chez les gens
depuis la poste à côté de chez moi. Voilà. C'est toi qui feras la petite signature aussi, si on te la C'est moi demande. qui le dédicacerai, ouais, exactement. C'est un livre que j'ai décidé de faire en édition limitée, mais du coup très limitée, en 30 exemplaires, pour que ce soit un livre d'art, un peu une œuvre d'art, si tu veux. C'est aussi une manière pour moi si tu veux, de le différencier du reste de mon travail. Euh, Enfin, ouais, voilà, ça a une part un peu, une position un peu spéciale l'ensemble de mon travail photo. Donc, je voulais que ce soit marqué comme ça. Donc, ouais, je vais dédicacer chaque exemplaire. Ils sont numérotés. Et voilà, il y a déjà quelques numéros qui sont réservés. Mais bon, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire quel numéro vous voulez que je vous mette de côté. Ce sera fait. Mais je trouve franchement la démarche géniale. Euh, À t'écouter, j'ai trouvé une espèce de sérénité qui se dégage de tes propos, de tes paroles, une fierté également, mais une bonne fierté de ce que tu as réussi à faire. Et tu peux être évidemment fier de toi parce que c'est un boulot monstrueux à accomplir évidemment, hein. C'est de A à Z, c'est juste gigantesque et tu l'as fait. Euh, Est-ce que tu as été parfois pris par le doute, tu vois? Alors moi, une question qui me vient comme ça. euh, Est-ce que tu t'es dit, mais en gros, est-ce qu'il y a des gens qui achèteront un bouquin d'un événement qu'ils n'ont pas eux vécu, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est, allez, moi je te l'achète ce bouquin-là, et je vais l'avoir chez moi, parce qu'il y a ce témoignage-là un petit peu historique, journalistique, et puis il y a des belles photos. Mais est-ce que tu t'es pas demandé, mais qui va vouloir acheter ça, quoi, tu vois? Ce doute-là qui peut émerger des fois. Si oui, comment tu l'as géré, tu vois? Carrément. Alors, je vois que David Tuleux, que j'ai rencontré, que j'ai pas rencontré, mais dont j'ai fait la connaissance après avoir écouté ton interview de lui, il m'a contacté il y a pas longtemps, enfin la semaine dernière, pour que j'écrive un article pour son site justement qui parle de 56 jours durant. Et dans cet article, je parle un petit peu justement des doutes et des difficultés auxquelles j'ai fait face. Parce que évidemment, il y en a eu. En fait, tu as raison, c'est trop titanesque comme travail pour qu'à aucun moment j'ai douté. Mais pareil, je me suis dit, euh, qu'est-ce que t'as à perdre Mais ça, de pas le faire? En gros, c'est un peu, tu sais, c'est la crainte de l'ado qui veut pas aller voir la fille qui lui plaît, quoi. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Et pas grand-chose. Au pire, voilà, ça va pas flatter son ego, ça durera 24 heures ou même pas. Et puis après, ce sera reparti. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai aucune prétention financière pour ce projet. En fait, je voudrais juste pouvoir fournir le livre aux gens qui me l'ont commandé. Bon, le doute, évidemment, il a existé, il existe toujours un peu, mais bon, faut être un peu patient. C'est sorti mardi, on est vendredi, tu vois, c'est normal. C'est mon premier livre. J'ai une toute petite communauté Insta. Ça fait pas longtemps, enfin, j'arrive même pas. Je sais que tu poses souvent la question du syndrome de l'imposteur, et je sais pas si tu as prévu de me la poser, mais en tout cas, je vais t'y répondre. Évidemment que je l'ai, ce syndrome de l'imposteur, et encore plus quand tu mélanges photo et auto-édition d'un livre. Enfin, c'est deux choses auxquelles j'ai absolument pas été formé, etc. Donc, à chaque étape en fait du processus, je me suis dit, mais enfin, quitter pour te lancer là-dedans. Et au début, j'avais prévu de mettre beaucoup plus de texte dans mon livre. J'ai écrit tous les jours du confinement pour essayer. Je me disais, voilà, j'alternerai écrit et pareil, assez intime, assez personnel, et puis photos qui vont avec. Et en fait, j'ai arrêté d'écrire parce que bon, j'aime beaucoup ça, mais par contre, je pense ne pas du tout avoir de talent pour ça. Dans l'absolu, très franchement, je ne crois pas que personne soit pas doué pour écrire en fait. On n'est pas doué pour écrire selon les canons qu'on nous a appris quand on était en primaire au collège. Là peut-être, effectivement, c'est-à-dire qu'on a tous ce souvenir-là des rédactions classiques, peut-être même des dissertations qu'on a eu à faire aussi.
au lycée ou je sais pas, enfin voilà, des écrits, on va dire, universitaires comme ça qu'on nous a imposés. Oui, peut-être. Mais pour dire ce que tu as sur le cœur, alors c'est un peu cucul à praline, voilà, c'est un peu dépensif, mais pour dire ce que tu as sur le cœur, franchement, j'ai la certitude que tout le monde peut le faire. Alors après, l'orthographe, c'est une autre chose, mais voilà, t'as une idée, tu l'as dit, tu t'en fous en fait. Hein. Moi, j'écris beaucoup, beaucoup de mails. J'ai jamais été un très bon écrivain à l'école dans le sens de rédaction, de dissertation, clairement. Mais par contre, j'ai mon propre style. Je dis ce que j'ai à dire. Et puis voilà, finalement, ouais, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce qui se passe si ça ne matche pas? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a qui ça va pas plaire? En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Je veux dire, alors, là, je parle un peu trop, faut vite que je m'arrête, mais parce que c'est ton interview. Mais après, je le vois en fait quand je fais le montage. Tu sais, j'ai les deux, comment on appelle ça, graphiques. Voilà, timeline avec les hauteurs des voix en fait. Et quand je vois à un moment donné qu'il y a ça qui me concerne moi, je dis mais Régis, t'as trop parlé encore là. Donc non, juste une expérience qui me sert encore aujourd'hui en sport que j'ai vécu quand j'étais jeune sportif en volley. On était en National 3 et un match où on se faisait laminer et les gars en face étaient pas plus forts que nous, mais on se faisait laminer. Notre entraîneur, un super entraîneur, super joueur et super entraîneur, vraiment un meneur d'homme quoi, nous a pris un temps mort et nous a dit putain mais les gars vous avez peur de quoi en fait? Vous avez peur de quoi là? euh, Moi, j'ai peur si on m'attache sur une rame enfin sur des rails, on m'attache, je peux plus passer, je peux plus bouger, et s'il y a un train qui me fonce dessus, là j'ai peur, là j'ai peur. Mais sinon, vous avez peur de quoi? Et là on s'est regardé et on s'est dit effectivement, mais on a peur de quoi en fait? On a peur de rien. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, on a peur de rien là. Et mais c'est exactement ça en fait. On a littéralement peur de rien, sauf peut-être d'un train qui nous foncerait dessus, voilà. Mais sinon, on a peur de rien. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc super projet, super livre, et bravo pour le travail accompli, Antoine, parce que c'est génial, c'est beau, c'est un témoignage, donc ça vaut le coup de partager ça effectivement. Je voulais aussi ben c'est vraiment sincère. Je voudrais aussi te poser quelques questions sur ton podcast. Parce que encore une fois, c'est quelque chose qui est original. Alors, je prêche pour ma paroisse parce que moi aussi, donc voilà, j'ai un podcast et j'aime plus que tout ce média-là. Mais je connais pas beaucoup de photographes qui ont éprouvé le besoin de partager leur parcours, leurs émotions, voilà, leurs envies, leurs thématiques photo via un format qui est à l'opposé même finalement de la photo, puisqu'on est sur de l'audio, on voit rien, il n'y a pas de moment figé, tu vois. Donc, tu vois, alors, voilà, déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que ce podcast-là? Alors, le podcast s'appelle Derrière la photo. Et alors, pour le moment, il n'y a que 5 épisodes. Le sixième est rédigé, il faut que j'enregistre. Bah, ça fait aussi partie de mes projets de confinement de l'an dernier. Alors, j'arrive pas à être régulier dans la sortie des épisodes, etc. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours en toile de fond et que je veux continuer à développer. Donc, derrière la photo, je donne les coulisses ou enfin, j'explique l'histoire d'une de mes photos. Donc effectivement que l'auditeur ne voit pas. Donc en fait c'est là toute la difficulté pour moi de lui faire ressentir, enfin déjà voir mentalement ce qu'il y a sur ma photo, les différents éléments, les couleurs, la chaleur, enfin bref, tout ce qui fait la beauté d'une photo à travers le format audio. Et puis quand même je mêle photo et voyage en donnant aussi des conseils de visite ou conseils de voyage. Ou conseils logistiques pour se rendre à tel endroit où j'ai fait la photo, ou dans quelles conditions il vaut mieux se rendre dans tel ou tel endroit pour avoir telle ou telle lumière, voilà, ce genre de choses. Donc pour le moment, il y a des épisodes en Jordanie, à Petra. Il y a un épisode en Namibie, il y a un épisode sur une photo en Alaska. Et le dernier épisode, c'est sur une photo d'Islande. Et pour le sixième épisode, on partira probablement
Ben vous verrez bien sur Insta plus tard. Voilà. Oh, le teasing, le teasing. Mais ouais, non, c'est bien que tu fasses ça parce que de toute façon, plus il y en a et mieux c'est évidemment. Chacun apporte sa patte, sa façon de faire, sa voix évidemment. Et ça me fait penser en fait ce que tu viens de décrire. Alors c'est tout à fait autre chose parce que c'est pas la même production, c'est pas les mêmes moyens. Voilà, c'est pas le même vécu non plus. Mais l'épisode Les Baladeurs qui est édité par les. Alors tu peux le dire s'il te plaît parce que moi que le TH anglais. Mais parfait, bon, c'est tellement chouette comme ça. Et donc oui, donc c'est un super podcast. Je Ah ouais? connaissais pas et j'ai une copine à moi qui a écouté mon podcast quand c'est sorti et qui m'a dit, ah, mais Antoine, ça me fait penser à The Others, les baladeurs. Et du coup, je suis allé écouter. Et effectivement, t'as raison, c'est pas les mêmes moyens, mais il y a un petit peu de, il y a des points communs, c'est vrai. Complètement, complètement. Et mais voilà, il y a peut-être le côté artisanal qui te différencie. Et puis c'est pas le but d'être en concurrence non plus. Puis le but on s'en fout. Hein, voilà, chacun fait ses trucs et c'est parfait comme ça. Non, non, mais c'est bien que tu le fasses. Est-ce que alors là, vraiment encore une fois, c'est l'aspect plus marketing pour moi qui va parler. Mais tu le fais dans quel but finalement? Est-ce que c'est vraiment très désintéressé ou il y a quand même quelque part alors c'est pas un espoir, mais une envie d'avoir un retour sur investissement, parce qu'encore une fois, tu y passes du temps. Donc, est-ce que je sais pas, est-ce que c'est pour développer une communauté, c'est pour après peut-être placer, tiens, faire un podcast où tu parles de ton projet photo, de ton produit de livre photo. Est-ce qu'il y a aussi une espèce de réflexion comme ça? Alors, si tu m'avais pas invité, j'aurais fait un épisode sur la sortie de mon livre. Mais du coup, je communiquerai sur ton podcast, enfin à propos du tien, pour rediriger les gens et pour qu'ils entendent cette interview, puisque j'ai bien pu présenter le produit, donc c'est vraiment cool, et puis tout ce qu'il y a derrière. Alors, franchement, le podcast désintéressé, bah, j'ai envie de dire oui, complètement. Parce que voilà, ça me fait plaisir de le faire. J'aime bien me mettre à mon ordi, faire le montage, rédiger les épisodes, me replonger dans les souvenirs de voyage aussi, c'est quand même quelque chose qui est agréable. Choisir la photo aussi, la photo autour de laquelle va tourner l'épisode, c'est quelque chose bah, qui est pas facile en fait. Il y a des super photos, mais tu te dis mais est-ce que je vais réussir à en tirer quelque chose dans mon épisode? Il faut quand même qu'il y ait un peu une anecdote, une petite aventure autour. La belle photo que tu as prise ultra facilement, où il n'y a pas le petit enrobage, bah, en fait, ça fera pas un épisode intéressant à suivre. Donc, pour le moment, j'ai un peu axé mes épisodes, enfin, du moins certains, sur des galères qui me sont arrivées avant ou pendant que j'ai pris la photo. Voilà. Et puis, sinon, non, mais j'essaye quand même. Enfin, j'essaye de plus en plus d'être, j'allais dire, d'être sérieux sur Instagram. Non, mais de faire un peu les choses comme il faut pour fidéliser ma communauté, avoir un taux d'engagement supérieur, multiplier un peu les stories face cam pour que les gens aient envie de revenir. Parce qu'une fois que tu as des bons retours sur tes photos, etc., il faut aller plus loin en fait. C'est, on est des millions à faire des belles photos sur Instagram. Mais on n'est pas des millions à vouloir vendre nos photos, vendre des tirages d'art. Parce que moi, tu vois, par exemple, je vends des tirages d'art. euh, et, euh, et Instagram, c'est forcément enfin, j'allais dire une manne, enfin, tu vois, un foyer, une source de clients potentiels. Enfin, voilà, donc faut que je présente les choses de la manière la plus pro, la plus propre, la plus engageante possible pour pour donner envie d'aller voir mon site. Et puis éventuellement de passer commande ou de me contacter pour discuter d'un projet. Mais voilà, donc j'essaye de rendre la chose un peu plus euh, professionnelle que ce que je faisais il y a encore 2 ans. C'est encore une fois très intéressant. Euh, En fait, si tu veux, tu l'as très bien dit. En gros, on fait tous les mêmes photos. Je veux dire, dans nos thématiques. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a des différences. Allez, le cadrage, la sensibilité qu'on peut y mettre dedans, le post-traitement, bien sûr aussi, la façon d'en parler, de le partager. Mais au final, tu l'as dit tout à l'heure, on scrolle le truc. Si on est abonné à plein de comptes sur la photographie de paysage, on va voir dans notre feed plein de photos de paysage qui sont toutes très belles. Mais en gros, laquelle plus qu'une autre? C'est pas que c'est similaire en soi, c'est que finalement, elles sont toutes très belles. Qu'est-ce qui va faire que
telle ou telle personne va acheter telle ou telle photo chez tel ou tel photographe, c'est pas tant la photo en elle-même, c'est le photographe qui l'a prise, la photographie. Et comment on arrive finalement à faire en sorte que la communauté qu'on a derrière nous va être hyper engagée au point d'acheter nos photographies, c'est pas tant sur la valeur de la photo en elle-même. S'il y a du bruit, c'est mon lapin qui se prend pour un chat, donc ça, voilà, il va faire des bêtises. 2 petites secondes. Allez, je vous montre. Ce sera absolument pas radiophonique, hein. Allez, hop là, tac. Voilà. Ça, c'est le petit lapin qui fait des bêtises. Magnifique ce petit lapin, mais il fait des bêtises. Et qui ressemble... exact. Oh, c'est bien résumé, ça. Et qui s'appelle Patapouf. Tu vois, il y a vraiment... Le pauvre, hein. Et donc, oui... La seule façon, finalement, et la vraie façon, je pense, pour nous qui sommes artisans photographes, dans le sens où on est seul, hein, voilà, on n'a pas une grosse machinerie derrière, c'est de hyper personnaliser ton travail photographique. Je dis pas que c'est toi, tu dois te prendre toi en photographie. Je dis que les photographies que tu fais, qui peuvent être des photographies de paysage, d'architecture, de ce que tu veux, derrière, quand tu en parles, c'est vraiment que ce soit toi qui en parles. Et ne pas se cacher derrière la photographie. Pas se cacher derrière la photographie en disant, ben voilà, tel réglage, et je l'ai pris à tel endroit. Non, ça allait au-delà. Toi, tu fais un podcast, donc il y a la voix qui se met derrière, il y a un petit peu l'effet télé qui peut se mettre en route. Tu fais aussi des stories, face cam, on peut faire des vidéos, on peut écrire des articles, communiquer beaucoup avec sa communauté en répondant à tous les messages, en posant des questions, en engageant vraiment de manière un peu artificielle, peut-être, on a l'impression au départ, mais en tout cas, qui va faire vraiment que les gens vont être bien avec nous. Voilà. L'idée, c'est que la communauté soit bien avec nous, bien avec nous en tant que personne, plus qu'en tant que photographe. Et je prends un exemple vraiment, à chaque fois non, mais en tout cas, dès que je peux le placer, c'est celui de Camille CM, que j'aime beaucoup en tant que personne, aussi en tant que photographe, et je lui ai acheté une photographie il y a quelques mois de ça, clairement, et je dis ça vraiment en toute, franchise, oui, puis sincérité, puis détachement. Il y a des photographies sur Insta qui sont plus jolies que ce que Camille peut faire, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais pourtant, exactement, et j'ai acheté la photographie de Camille, voilà, parce que j'aime sa voix, j'aime sa façon d'être quand elle fait ses petites stories, parce que je m'associe aussi à ce qu'elle fait, parce qu'il y a un univers qu'elle a créé autour d'elle, en fait, et que quand elle dit, ben voilà, j'ai sorti telle ou telle photo, vous pouvez l'acheter, et ben à un moment donné, t'as un coup de cœur, t'as un déclic, et tu y vas, quoi, voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et ben écoute, Antoine, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi de tout ça. Tu vois, ça fait 1 heure, il y a encore, j'ai pas pu aborder tous les trucs. À la limite, à charge de revanche, on se fait un opus numéro 2. On fera ça parce que j'avais plein de questions à te poser sur justement comment tu t'y prends pour vendre tes photographies, comment tu les vends, est-ce que ça fonctionne, comment tu fais. Donc tout cet aspect plus business que je voudrais aborder avec toi, qu'on n'a pas pu faire, et pour les bonnes raisons, parce qu'on a parlé de choses hyper intéressantes. Merci beaucoup Antoine. Eh ben de rien, merci Régis de m'avoir invité sur ton podcast. Sache que j'écoute et que je te lis tous les jours. Je ne loupe pas un épisode, je ne loupe pas un article. Donc et ce depuis l'Agora Show et puis tes autres podcasts. Donc voilà, je suis un fidèle et du coup ça fait hyper plaisir de me retrouver ici après tout. Cet épisode est à présent terminé. Si vous entendez des poules à côté, c'est normal, ce sont mes poules qui sont pas loin de chez moi, elles sont en liberté en fait. Et elles se promènent et de temps en temps elles viennent me faire un petit coucou. J'espère que cette émission, en tout cas cet épisode vous a plu. Moi je prends toujours autant de plaisir à interviewer des photographes. D'ailleurs, je fais une petite annonce. Eh bien, si vous avez vous aussi de votre côté des idées de photographes à interviewer, ou si vous-même vous voulez passer dans l'émission, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez tout simplement un petit mail à regismoscardini@oxonature.com et ce serait avec plaisir évidemment de passer un moment avec vous et de vous faire participer à l'émission.